du Rond-Point pour fêter ensemble les 80 ans de la Banque Wanzer Frères. Je vais vous proposer en premier lieu d'accueillir mon père, Marcel Wanzer, qui va ouvrir cet anniversaire. Permettez-moi de vous remercier d'être ici et de vous dire le plaisir que vous nous faites en étant avec nous ce soir. Vous devez avoir sous les yeux, voilà, la Gazette du Palais, numéro 366 de la 56e année, datée du 31 décembre 1936, qui comporte en pages 6 et 7 une publication de la Banque d'Escompte. On y lit. Suivant acte sous seing privé, en date à Paris du 15 décembre 1936, M. Georges Marcel Wanzer, administrateur de société, demeurant à Paris 30 rue Spontini, déjà, a établi les statuts d'une société anonyme, desquels statuts il a été extrait littéralement ce qui suit. Ce qui suit, c'est 36 articles, puis la déclaration de souscription et de versement et le procès-verbal de l'Assemblée constitutive du 23 décembre qui a approuvé les statuts et nommé messieurs Maurice et Georges Wanzer, administrateurs de la société. Monsieur Étienne Rouvier est désigné commissaire aux comptes. Non, j'ai mis avec les feuilles. Dans son petit ouvrage intitulé « Souvenirs d'un race-compteur » que nous avons distribué il y a 5 ans et qu'il vous est loisible d'obtenir lorsque vous nous quitterez en le demandant à l'hôtesse, mon père évoque la naissance de la Banque d'Escompte en ces termes. Ainsi, naquit avec l'appui de mon oncle Maurice, qui en fut administrateur avec moi, et de quelques amis, en décembre 1936, une maison nouvelle d'escompte et de réescompte, société anonyme mais de caractère privé. Qui étaient ces amis? Vous avez sous les yeux la liste complète des souscripteurs dressée par mon père de sa meilleure écriture. Je vous les présente en vous rappelant qu'à l'époque, la femme mariée n'avait pas la capacité de s'engager et était interdite d'actionnariat si son mari en était. En conséquence, les dames qui figurent sur la liste ne peuvent être que veuves ou célibataires, d'où l'absence de ma mère, si fortement engagée cependant aux côtés de mon père. En haut de la page, la veuve Albert Bollet est ma grand-mère maternelle. À la ligne inférieure, Jean Bollac, l'aîné de ses petits-enfants, représentait sa mère, la sœur de maman, Madame Roger Bollac, dont je suis heureux de saluer les descendants, nombreux parmi nous ce soir, qu'ils soient de Jean Bollac, de Janine Cerf, de Nicole Bloch ou de Pierre Bollac. Je salue aussi Janine, Philippe et René, enfants de Léon et Simone Herzog, c'est la ligne en dessous, restés actionnaires jusqu'à ce jour et par là si continuellement proches de nous, sans oublier une amicale pensée pour leur sœur Monique. Madame Robert Herzog était la sœur de mon père. Les enfants et petits-enfants de sa fille Jacqueline, Madame Jacques Métro, sont toujours associés au capital, tandis que ceux de son fils Jacques Bernard et Colette le sont dans notre action. Les uns et les autres sont là ce soir avec nous et nous y sommes très sensibles. Jacques et Suzanne Wanzer représentaient feu leur père, Gaston Wanzer, frère de Maurice et de Lucien, mon grand-père. Frédéric, une des petites filles de Gaston, est présente dans l'actionnariat actuel, où elle fait figure de porte-drapeau de tous nos très chers cousins, issus de Suzanne, comme de Jacques et Denise. Je leur dis à tous notre affection. Au total, la famille souscrivait à 87% du capital. Une part qui n'a guère changé aujourd'hui, elle est de 93,50. Ce qui est modifié par contre, c'est le nombre des actionnaires. Il y en avait 14 à l'origine, nous sommes aujourd'hui 32,
plus du double. Cela tient de l'arrivée en cours de route de collaborateurs particulièrement proches et quelquefois, hélas, de leurs descendants. Je pense à Kalman Baruch, Francis Rothschild, Francis Huchin, Bertrand d'Autrem et exprime notre amitié à Eliane Bergeron et Gérard Bensadoun. Ultime remarque sur ce tableau, les noms dont je ne vais pas parler, ils sont issus de deux cercles. Ceux qui ont servi Clémenceau et qui lui étaient restés fidèles, tels Nicolas Pietri, et ceux qui travaillaient avec mon père lorsqu'il était chez Lazare, Paul Soffard. Voyons maintenant ce que les souscripteurs recevaient en échange de leur argent. Voilà. Vous avez devant vous l'action 00001, qui se différencie à 3 titres de celles qui vous seront distribuées tout à l'heure en souvenir de cette soirée anniversaire. Première différence, les vôtres ne valent rien. Et elles n'ont jamais rien valu, car elles ne portent pas la signature manuscrite de papa. Celle de l'autre, celle de l'oncle Maurice à gauche, est imprimée. Ce m'est un souvenir d'enfance que celui de ces longues séances de signature des actions. Papa signait à la plume sergent-major et à l'encre de Chine, avant le détachement de la souche par moment. Elle usait pour ce faire un drôle d'instrument que je vous présente. Comme vous voyez, la tranche est ondulée, car il convient d'assurer l'authenticité des actions aux porteurs en circulation. En effet, je vais essayer de vous le montrer, sans faire tomber tout par terre. En effet, selon l'endroit où la règle était placée, voilà les actions avec leur souche. Et si vous prenez la règle, elle est là, et vous la mettez là, par exemple, vous tirez, et voilà une action qui va se trouver identifiée parce qu'elle a son numéro et qu'elle a le numéro de la souche, et que pour qu'elle soit authentique, il faut ramener la partie déchirée à la souche, et comme ça on est sûr que ce soit un faux. Voilà comment ça se passe. Deuxième différence, les vôtres ont leurs 32 coupons. Celle-ci en a perdu 9. Il fallait, pour pouvoir toucher son dividende, détacher le coupon, mis en paiement détaché à l'aide de ciseaux ou d'une équerre en fer du type de celle-ci. Elle doit se cacher par là. Voilà. Ceci fait, le petit rectangle de papier ainsi obtenu, le bien nommé coupon, était présenté à la société émettrice pour être encaissé. Enfin, troisième différence, vous lisez à l'encre rouge dans le coin droit que la valeur nominale de l'action, je ne sais pas si vous pouvez le percevoir, a été réduite de 1000 francs à 250 francs par l'Assemblée générale extraordinaire du 12 février 1941. La date dit tout, puisqu'il s'était s'agit à l'époque de mettre les 3/4 du capital à l'abri des expropriations antisémites de Vichy. Cela n'eût pas été possible sans l'amitié, le dévouement et le courage d'un homme exceptionnel, Édouard Bonnefous, qui marqua l'histoire de la Banque d'Escompte autant que celle de la vie parlementaire de nos 4e et 5e Républiques. Cette belle figure mérite qu'on s'y arrête. L'amitié entre les familles Bonnefous et Wormser remonte au XIXe siècle et sera confortée encore lorsque mon père fut appelé aux côtés de Georges Clémenceau, dont l'action à la Chambre était constamment soutenue par Georges Bonnefous, député de Seine-et-Oise. Aux sombres heures de 1940, c'est tout naturellement que Maurice et Georges Wormser se tournèrent vers Georges Bonnefous pour trouver aide. Elle leur était acquise d'avance,
mais il avait déjà 77 ans et préféra, c'est sa formule, leur donner son fils unique, Édouard, qui en avait à l'époque 33. Et c'est ainsi qu'Édouard, se portant en avant, sauva la banque d'escompte, et la guerre gagnée, il fut un actionnaire assidu et un administrateur écouté, jusqu'à ce que l'importance prise par sa carrière politique et sa charte de chancelier de l'Institut de France l'amenèrent à se départir de sa participation. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes en fait en 1936, ou plutôt en 1937, car je cite mon père, pour des raisons de siège social à trouver, la banque d'escompte ne commença ses opérations qu'en février 1937. Où avons-nous vraiment commencé? Si tout à l'heure, je vous avais laissé regarder de près la Gazette du Palais, le premier document, vous auriez lu que le siège social était à Paris, 41 boulevard des Capucines dans le 2e arrondissement. Et si j'avais attiré votre attention sur la 4e ligne de la liste des souscripteurs, vous auriez aperçu en face de Léon Herzog une mention au crayon Charles Lévy. C'est en effet dans un immeuble qui appartenait au beau-père de Léon Herzog, M. Charles Lévy, homme exquis et généreux, qui avait été logé initialement à la banque d'escompte sans jamais y fonctionner. Charles Lévy disparut, ses 2 filles, Simone déjà nommée et Germaine, furent fidèlement actionnaires leur vie durant. Mon père trouva rapidement le local qu'il cherchait. Du fait des livraisons matérielles impliquées à l'époque par chaque opération, chaque transaction, il voulait s'établir à proximité simultanée de Lazare rue Péléwil, du Crédit Lyonnais des Italiens, Associé Général boulevard Haussmann, de la BNCI boulevard Haussmann aussi, ou du Italien un petit peu, le comptoir d'escompte qui était rue Bergère, la Bourse, vous savez où elle est, et la Banque de France. C'était un point à laquelle il était très attaché, il était très content d'avoir trouvé cet endroit qui était à peu près équidistant de tous les principaux clients. Ce fut dans une paire d'immeubles haussmanniens construits en 1862, tant au commencement des travaux du percement du boulevard qu'au début de la voie, entre la rue Tête-Bout et la rue du Helder, au 2e étage du 13, un petit appartement de coin que je vous montre maintenant. Nous y sommes encore aujourd'hui. Il n'est pas grand, ou il n'était pas grand à l'époque. Il ne s'agit que d'accueillir 6 personnes qui tiennent aussi 6 personnes, 4 pièces, une au coin pour la dactylo, c'est marqué, qui tient aussi le standard, 3 en façade, une pour les 2 dealers, entendez déjà en franglais, c'était des opérateurs, mon bureau, entendez Sud Papa, et une petite pièce réservée où Jean-Louis et moi ferons nos débuts 15 et 18 ans plus tard. Tandis que l'entrée qui donne sur la cour abrite le guichet de la caisse, derrière laquelle se tiennent le caissier et un garçon de course. Pris sur l'entrée, le salon d'attente est nécessaire car les opérations sont présentées alors par des courtiers qui viennent en personne. Une cabine téléphonique en acajou est prévue pour eux, leur permettant, vous l'apercevez là dans le coin en bas à droite, leur permettant de consulter leur contrepartie en toute discrétion. Je l'ai retrouvé tout récemment démonté au 6e étage de leur escompteuse. Le standard est marqué là, et ainsi que c'est révélé, regroupait 2 lignes qui alimentaient 7 appareils téléphoniques. Il provenait de chez Ericsson, où papa avait été administrateur. Le précédent locataire était d'une maison de couture. Donc, comme vous le voyez écrit ici, les travaux sont réduits. Travaux à gauche. Là. Il faut installer 2 WC au lieu d'un, avec 2 lavabos,
le standard, reculer la caisse, là où elle est encore aujourd'hui, et peindre l'ensemble. L'immeuble ne dispose pas du chauffage central. On se chauffe grâce à des cheminées. Mon père prévoit un chauffage électrique. C'est marqué qui parle. Oui, là à droite. Enfin, au sol, le tapis, ce n'est que de la moquette, hein, est réservé au salon d'attente, à la pièce réservée et au bureau du patron. Le reste est garni de linoléum, c'est marqué là aussi. Nous voilà prêts à vivre. Partant de là, il me reste à partager avec vous les rumeurs qui entouraient notre berceau. La vie financière du 6 janvier 1937 titre, comme vous le voyez ici, la création de la banque d'escompte. C'était pas mal, mais c'est bien moins bien parce qu'il cite le Financial Times qui annonce qu'un nouvel établissement vient d'être créé sous le nom de banque d'escompte à Paris. Suivons le propos du journal anglais. Cela commence assez bien. Les fondateurs sont messieurs Maurice Wurmser et Georges Wurmser. Ce dernier était auparavant au conseil de la Banque Lazare Frères, et l'on peut penser que cet établissement est intéressé à celui qui vient d'être fondé. C'était pas vrai. Après cela, ça va moins bien. Dans certains milieux, ajoute notre confrère, le Financial Times, on se demande si le nouvel établissement sera bien utile au marché de l'escompte à Paris. Son capital est trop petit et ses statuts sont trop gros. Le Financial Times, comme vous voyez, était déjà francophile. Donc, il est plus réconfortant de consulter une autre fée qui s'est penchée sur notre berceau, américaine cette fois, entendez, le New York Herald de la veille. On dit, tant à Paris qu'à Londres, je traduis librement, que les autorités monétaires françaises entreprennent d'élargir le marché de l'escompte à Paris par la création d'une nouvelle maison d'escompte et que le nom de Georges Wurmser, ancien chef de cabinet de Mandel, est mentionné. Ma tâche est presque achevée, mais elle serait incomplète cependant à mes yeux si je ne vous décrivais pas en conclusion dans quel monde nous avons vu le jour. Pudiquement, mon père parle d'un mauvais moment sous le Front populaire. Mais le moment était vraiment mauvais. Pour vous en convaincre, je me réfère au rapport annuel de la compagnie parisienne de Rescompte, alors notre seul confrère et concurrent, en date du 9 avril 1937. À l'extérieur, un an après la reconstitution officielle de l'armée allemande, le chancelier Hitler, prenant prétexte de la ratification du pacte franco-soviétique, répudiait à nouveau les clauses du traité de Versailles et faisait occuper par ses troupes la zone rhénane démilitarisée. La mobilisation de l'économie et de la nation allemande s'intensifie au cours de l'année. La durée du service militaire est portée en juillet à 2 ans. Les clauses fluviales des traités sont elles aussi dénoncées. Des fortifications sont construites sur la frontière du Reich. Je vous en dis pas plus, vous connaissez la suite. Et je donne donc maintenant la parole à Alain, qui évoquera notre existence après la fin de la guerre. Mes chers amis, nous sommes après la guerre en 1958. Le premier événement majeur de la banque de cette date fut non pas le retour du général de Gaulle, quoique, mais la création de Wurmser Frères, né du rachat de la banque Maurice Rueff, notre voisin de l'étage supérieur. Achat quelque peu cocasse, jugez-en plutôt. C'est Albin Chalandon qui avait repris à l'époque cette banque pour le compte de la Banque commerciale de Paris, qui appartenait alors à Marcel Dassault. Elle était en difficulté, mais avait bonne réputation. Mon père souhaitait un peu plus d'espace pour la banque d'escompte. Il est donc monté d'un étage, demandé à Albin Chalandon de nous réserver ses locaux en cas de regroupement au siège de la Banque commerciale de Paris sur les Champs-Élysées.
il eut la surprise de se voir proposer le tout, les locaux et la banque en prime. Ainsi, à cette date, la famille disposait de deux institutions séparées, l'une opérant sur les marchés, la banque d'escompte, l'autre composée d'une clientèle de gestion avec des dépôts, la banque Wannsee-Frères. Les tâches furent réparties. À Georges et Marcel, la banque d'escompte, à André, Nadine et Jean-Louis, Wannsee-Frères. Cette répartition des tâches fut bénéfique. Parti de peu de choses, Wannsee-Frères, grâce à son activité d'arbitrage et à la gestion de portefeuille où les talents de Jean-Louis firent merveille. Qu'au fin fond, qu'il crée en 1979, fut une certaine année reconnu meilleur au PCVM Action de France. Aujourd'hui renommé Wannsee-Frères Valeurs Internationales, il présente une performance proche de 7% depuis sa création en 1979. En 1982, quand Jacques Delors présenta un projet de loi sur le développement de l'investissement et la protection de l'épargne, mon père souhaita y apporter la possibilité de créer un véhicule permettant d'introduire le capital risque en France. L'évidence à l'époque était de faire ça au Royaume-Uni. Avec Alan Patrikoff, un ami proche du frère de ma mère et pape du capital risque outre-Atlantique, ils avaient déjà convaincu des investisseurs institutionnels d'y souscrire pour accompagner le développement des PME et des ETI françaises. Le Trésor venait de créer les fonds communs de placement et ne savait pas quoi y mettre dedans. Tout le monde était d'accord, sauf que, petit problème, il n'était pas permis pour un fonds commun de placement de rémunérer les gérants au-delà de 2%, alors que pour ce type de gestion, l'habitude était plutôt de 20%. Finalement, la finance étant plus un besoin de tous les instants qu'un ennemi de circonstance, le gouvernement d'alors trouva sans difficulté un député communiste pour présenter et faire voter cet amendement qu'un député gaulliste n'avait pas réussi à faire passer en première lecture. Dès l'année suivante, le premier fonds commun de placement à risque, APA Capital Risque, fut créé. Ce fut pour moi un bel apprentissage sur les bienfaits de l'intégration verticale. Partir d'une idée utile, aller à la loi, puis au réglementaire, lever des fonds, choisir le gestionnaire et enfin assurer la conservation du fonds. Retournons un instant, si vous voulez bien, à la banque d'escompte de 1986 et au marché financier. Dans le même esprit, avec l'idée de développer un marché libre, je suis parti faire mes gammes à New York et fort de cette expérience, j'y ai acquis une idée claire sur ce qui pouvait être fait chez nous. J'ai ainsi participé à de nombreuses commissions sous l'égide de Pierre Bérégovoy et dont l'objectif était de permettre à la France de rattraper son retard sur les marchés accumulés depuis 1945. La banque d'escompte obtint cette année-là le premier siège, le numéro 201 au MATIF, Marché international des instruments financiers, qu'elle avait contribué à créer, et y traita le premier lot, comme on disait, avec comme contrepartie l'agent de change Dufour, pour lequel opérait Bertrand d'Autrem. Bertrand nous rejoindra plus tard comme directeur général et devint un ami. Malheureusement, il nous quitta trop tôt. Devant ses enfants présents, je salue sa mémoire. C'est aussi en 1986 que fut créé le statut de spécialiste en valeur du Trésor. Là encore, la banque d'escompte est choisie par la direction du Trésor dans le premier groupe qui comptait 12 membres. Elle exerça pendant 14 ans, avec fierté et professionnalisme, cette activité passionnante consistant à souscrire, vendre et assurer le marché secondaire de la dette française à court, moyen et long terme. Je me souviens que chaque année, le directeur du Trésor nous présentait ses perspectives d'endettement par rapport au PIB et le déficit prévu pour l'année suivante. Chaque présentation était l'occasion d'expliquer pourquoi la prévision de l'année passée n'avait pas été respectée et pourquoi c'est l'avenir, ce serait bien différent. Ces prévisions furent démenties année après année et le ratio d'endettement de la France sur son PIB est tout simplement passé de 10% en 1986 à 100% en 2016, avec une régularité remarquable, et ce, quelle que soit la couleur politique des gouvernements. Quant au déficit, sauf en 2006 où il se stabilisa, nous cherchons depuis Maastricht à atteindre le chimérique chiffre magique de 3%. Mais ne vous inquiétez pas, pour 2017, nous sommes sûrs d'y arriver.
La taille des opérations que nous pouvions faire était fonction de notre propre taille. Et devant ce stock de dettes sans cesse grandissant, notre part de marché diminua très vite jusqu'à devenir trop petite. En 1999, le marché devint européen et en accord avec la direction du Trésor, nous avons laissé notre place à de plus grands établissements. C'est à ce moment-là que nous avons décidé d'arrêter nos activités de marché. Tout naturellement, pour les mêmes raisons qui nous avaient, en 1958, amenés à avoir deux affaires, nous les avons à ce moment-là rejoints et nous avons fusionné Wormser Frères et la Banque d'Escompte. Pour satisfaire les sensibilités de tous les actionnaires, le nom de Banque d'Escompte et Wormser Frères réunis fut choisi. Nous savions que cette dénomination serait transitoire, elle a duré 12 ans. Pour faire face à la baisse du compte d'exploitation que représentait l'arrêt des activités de marché, nous avons fort opportunément été sollicités par Apax Allemagne pour monter First E, première banque internationale sur Internet. Quelle aventure! Imaginez-nous avec nos 60 personnes en train de gérer plus de 120 000 clients répartis en Allemagne et au Royaume-Uni. Nous avons jusqu'à plusieurs centaines de personnes à Dublin, assurant le back-office et le développement des programmes. Cette aventure fut certes de courte durée, mais captivante. L'éclatement de la bulle Internet balaya tout cet édifice en quelques mois. Tous ceux qui ont participé à cette aventure en gardent néanmoins aujourd'hui encore un excellent souvenir. Notre grande fierté, outre la formidable aventure humaine née du brassage de tous ces jeunes qui se sont enthousiasmés, certains se sont même mariés, c'est de n'avoir eu à déplorer de procès pendant plus de 10 années nécessaires qu'il a fallu pour clôturer cette opération. Il nous est apparu, à cette occasion, que le tout en ligne, et c'est une bonne nouvelle pour les hommes et les femmes qui travaillent dans la banque, eh bien, ma foi, ça ne remplace pas les relations humaines et qu'un ordinateur ne sera jamais rentable quand il est uniquement dans son rôle d'être banque. Il faut des hommes. De First E est né BDE, spécialisé dans le transfert d'argent pour les migrants résidant en France et qui envoient régulièrement des fonds à leurs familles restées dans leur pays d'origine. Ces transferts ont été amorcés avec Mastercard pour émettre à destination de la communauté philippine 2 cartes de crédit identiques, une pour le migrant installé en France et l'autre pour la personne de son choix, de sa famille installée aux Philippines. Finalement, ce modèle sera abandonné et BDE assure désormais, dans la même idée, la collecte vers des partenaires qui assurent la distribution là où résident les bénéficiaires. Au-delà du transfert d'argent, le plus souvent envoyé en cash et dépensé le jour même en consommation courante, c'est la bancarisation des bénéficiaires qui est recherchée. C'est ainsi que les efforts des migrants, qui quelquefois ont 2 ou 3 emplois pour permettre à leur famille de survivre au pays, seront récompensés par la constitution et l'utilisation d'une épargne. Cette activité couvre aujourd'hui 11 pays. Nous sommes en partenariat avec 16 banques situées dans les pays de migration et 3 réseaux internationaux pour permettre d'envoyer de l'argent partout dans le monde. Je tiens à remercier spécialement nos amis partenaires qui sont venus de fort loin pour être avec nous aujourd'hui. Ce geste nous va droit au cœur. Je vous disais que nous avions arrêté nos activités de marché. Ce n'est pas tout à fait exact, car nous avons repris en 2006 un courtier en bourse travaillant sur Internet et offrons à travers Start Finance à ceux de nos clients qui le souhaitent la possibilité d'opérer en bourse depuis leur ordinateur. Après 80 ans d'activité, il est légitime de se demander comment et pourquoi notre établissement est resté une PME indépendante et de taille si modeste. Dans la vision capitaliste, le modèle de croissance et de création de richesse reste pourtant basé sur la levée de fonds auprès d'investisseurs pour acheter des concurrents ou développer des activités nouvelles. Il faut bien avouer que l'occasion de franchir cette étape ne s'est pas présentée à de si nombreuses reprises, peut-être 2 ou 3 fois au cours des 40 dernières années. Par ailleurs, nous sommes dépositaires d'une tradition, enseignée par mon grand-père et par mon père, selon laquelle une responsabilité toute particulière est attachée aux biens qui nous sont confiés et une nécessité de mériter à tout instant la confiance qui nous est accordée. Le verbe « confier » et le mot « confiance » sont certes différents étymologiquement, mais unis, phonétiquement et intimement, pour l'exercice de la profession de banquier. S'en remettre aux soins d'un tiers n'a de sens qu'à l'aune de la croissance que la chose confiée sera bien conservée.
La diversité des hommes et des structures fait que l'appréciation de ces valeurs, la conséquence logique de cette tradition est que nos clients et les contreparties passent toujours avant tout enrichissement personnel, avant l'assouvissement d'une ambition ou avant l'adrénaline que peut procurer le pouvoir sur autrui. Comme le dit Jean-Paul Sartre, la confiance se gagne en gouttes et se perd par litres. Il n'y a qu'en ayant à chaque instant à l'esprit cette maxime que l'on peut sereinement assumer ce travail. Alors, si nous sommes encore indépendants et de taille modeste, vous l'avez compris, c'est tout simplement que nous connaissons nos forces et nos faiblesses, que nous n'avons pas rencontré de partenaires qui partageaient pleinement nos valeurs. Nous sommes dans le même temps heureux de penser que nous avons les moyens de mériter année après année votre confiance, que nous sommes capables de conserver les biens que vous nous confiez, et ce, en toutes circonstances. C'est un vrai plaisir au quotidien que d'en avoir les moyens, et nous savons apprécier notre chance. Ceci nous donne aussi le devoir d'être généreux envers ceux qui en ont besoin, et l'obligation morale de donner de son temps à la vie de la cité. Je m'exprime ici en mon nom propre, sans craindre de me tromper, et aussi au nom de mon père, des administrateurs, de ma génération et de celle qui suit, de Georges Vancer, notre fondateur, et de ses enfants, André, Nadine et Jean-Louis. Mais entre petit établissement et moyen établissement, il y a un choix délibéré, celui de connaître chacun d'entre vous. Bien sûr, cela rend les relations humaines plus agréables, mais pas seulement. Comment s'organiser pour répondre rapidement si l'ensemble de la chaîne de décision s'en compte de procédures et de contrôles? Comment imaginer la solution la plus adaptée à la question posée sans pouvoir apprécier en toute connaissance de cause l'ensemble des implications sur la situation de son client? Comment tout se dire sans se parler? Comment négocier équitablement sans être en face l'un de l'autre? Cela permet également aux collaborateurs de se connaître, d'échanger, de partager leurs compétences, de s'entraider et se coordonner, bref, d'être plus efficaces et plus heureux au travail. De ces choix assumés, il s'infère nécessairement un nombre limité de clients. L'assurance que le plus grand nombre de collaborateurs disposent de l'information la plus complète. C'est ainsi que sont assurées la fluidité des décisions, le contrôle collaboratif des opérations et que nous est donnée la capacité si précieuse de conserver notre indépendance. Cette indépendance que nous chérissons, nous en sommes conscients, aura un jour ses limites dans le monde bancaire. La mondialisation des échanges commerciaux, et nous le savons bien avec notamment nos activités d'accompagnement d'exportateurs français en Iran, entraîne l'interconnexion des réseaux et des échanges financiers. Les systèmes de compensation de flux financiers sont centralisés et gérés par des établissements bancaires toujours plus puissants, plus gros, appelés établissements systémiques. Les règles qui leur sont imposées par la réglementation sont, et c'est normal, toujours plus contraignantes, car le fonctionnement de tous les échanges repose sur elles. Tout établissement financier, petit, moyen ou grand, se doit d'adhérer à un de ces établissements pour effectuer pour le compte de ses clients paiements et encaissements. En conséquence, les règles imposées aux établissements systémiques sont aussi celles qui sont imposées à leurs adhérents, de telle sorte que systémique ou pas, tous les établissements bancaires se voient appliquer les mêmes règles. Ces règles sont lourdes et formelles, et chaque fois sont plus nombreux les acronymes qui les décrivent. La question de savoir comment un établissement comme le nôtre est en capacité de supporter ce qui est communément appelé le poids réglementaire nous est régulièrement posée, et il est légitime que j'y réponde. Ce poids réglementaire est composé de deux parties distinctes, le fond et la forme. Le fond, c'est s'assurer à chaque instant que les engagements pris par la banque ne mettent en péril ni ses clients ni ses partenaires. Cela pour nous est facile, comme pour toutes les banques dont les fonds propres appartiennent aux dirigeants et représentent leur principale richesse. La préservation de ce capital aura pour corollaire que les engagements pris seront nécessairement respectés. Le meilleur exemple chiffré est donné par le pourcentage de fonds propres engagés dans les opérations, connu sous le nom de ratio de solvabilité, qui prend en compte l'ensemble des risques d'un établissement bancaire et les pondère. Ce ratio ne doit pas être inférieur à 10,5%, celui de la banque Vancer Frères est supérieur à 23%. La raison en est toute simple, ces ratios sont faits pour s'assurer que les plans d'affaires des grandes banques cotées en bourse ne maximisent pas l'effet de levier pour augmenter leurs profits
au mépris d'un contrôle des risques. Votre banque n'étant pas cotée en bourse, et nous ne cherchons pas à maximiser notre profit. Les valeurs que nous portons et que porte aussi chacun de nos collaborateurs nous invitent tout naturellement à respecter ces ratios et à aller même bien au-delà. Sur la forme, cependant, les choses sont plus complexes et nous demandent un effort tout particulier. Notre gestion prudente et raisonnée nous permet de respecter sans effort les ratios réglementaires, mais il nous faut à tout moment pouvoir le prouver aux autorités au travers d'états complexes et pas vraiment conçus pour des établissements tels que les nôtres. Heureusement, heureusement si j'ose dire, depuis la crise de 2008, les autorités de contrôle tiennent compte des spécificités de chaque établissement, mais pour combien de temps encore? Les gouvernements, pressés par des opinions publiques, pas vraiment entichées des banques, et quelquefois à juste titre, en demandent toujours plus aux régulateurs dont les performances historiques sont par ailleurs assez moyennes. Ces derniers, pour essayer de remplir au mieux leur mission, demandent aux établissements assujettis de leur fournir sans cesse fichiers et documents. Ceux-ci deviennent si nombreux et complexes qu'il arrive de plus en plus souvent que la mémoire même du fonctionnement du document se perde entre sa conception par des services centralisés à Francfort, siège de la BCE, et les nécessaires explications que l'autorité de contrôle prudentielle située à Paris se doit de fournir aux banques pour le remplir. Le poids réglementaire s'accompagne également d'obligations sociétales, comme la lutte contre le blanchiment d'argent, qui fut d'abord conçue après l'attentat des Tours Jumelles de New York pour lutter contre le terrorisme, et qui a été depuis étendue à la délation fiscale. Déjà responsable des avis à tiers détenteurs pour le compte du Trésor, la réforme de l'impôt prélevé à la source à partir de 2018 devrait avoir sur les banques encore davantage d'impact pour le compte du Trésor. Ces contraintes formelles sont coûteuses, mais supportables, pour autant que nous arrivions à nous organiser et à profiter des progrès de la digitalisation pour être efficaces. De toute façon, ces contraintes sont peu ou prou partagées proportionnellement, selon la taille des établissements, sans économie d'échelle possible, de telle sorte que ce n'est pas vraiment un enjeu concurrentiel. Dans ce contexte difficile, quel bonheur de prendre un moment pour être là ensemble et fêter les 80 bougies de cette jeune vieille banque qu'est la Banque Wannsee Frères, de prendre la mesure du travail accompli, des crises traversées, des embûches surmontées. Au-delà de cette satisfaction partagée, il nous faut regarder l'avenir avec pragmatisme et continuer inlassablement à innover. Travailler dur pour que la Banque Wannsee Frères soit toujours prête pour demain matin, quelles que soient les circonstances. Notre famille est unie, la banque bien tenue, les finances solides, vous, nos clients fidèles. Nos collaborateurs sont motivés, responsables, inventifs. Nous les remercions tous, actifs et anciens ici présents, d'avoir ainsi contribué à notre histoire. La fête est belle, l'avenir est assuré par la génération suivante, et mon fils Marc, à qui je vais passer la parole pour qu'il vous donne lui-même sa vision de l'avenir. Je vous remercie. J'ai rejoint la banque il y a maintenant 5 ans. Durant ces 5 années, j'ai pu me rendre compte, avec beaucoup de fierté, du travail accompli par les 3 générations qui me précèdent. Je me rends compte tous les jours de la chance que j'ai de travailler avec mon père et mon grand-père, et de pouvoir perpétuer et développer cette belle histoire familiale initiée par mon arrière-grand-père. J'ai également pu me rendre compte des spécificités et de la pertinence de notre établissement dans notre environnement actuel. Et c'est ce dont je souhaite vous faire la démonstration ce soir. En effet, de nos jours, les banques, ou la finance plus généralement, ont assez mauvaise presse. Et la société est de plus en plus en quête de sens. Dans ce contexte, il me semble intéressant de s'interroger sur le rôle concret d'une banque. Quels sont les métiers d'une banque et leurs finalités? Elle gère les dépôts en tenant les comptes de ses clients, puis les transforme en crédit, ce qui finance des projets et donc l'économie réelle. Elle collecte l'épargne, puis la redirige, et l'investit dans des sociétés, et donc dans l'économie réelle.
Elles mettent à disposition les moyens de paiement, ce qui facilite les échanges et donc l'économie réelle. Ainsi, théoriquement, une banque permet de financer et de faciliter l'économie réelle. Elle en est même un rouage indispensable, voire un moteur. Notre sentiment est que c'est en gardant en tête ce rôle clé que les banques pourront retrouver l'estime qu'elles méritent. Pour mettre en œuvre ce sentiment ou cette philosophie dans notre maison, il nous a paru nécessaire d'appliquer nos valeurs à tout ce que nous faisons. Ces valeurs sont la proximité et l'écoute. Nous vous mettons au centre de nos préoccupations. Nous avons besoin de vous connaître et de vous comprendre pour répondre au mieux à vos attentes. L'indépendance et le pragmatisme. Nous analysons toute demande, aussi nouvelle ou complexe soit-elle, et y répondons positivement si nous en avons la capacité, et si cela a un sens pour notre maison, mais aussi pour l'économie. Cela nous a permis d'innover et de nous adapter avec audace tout au long de notre histoire. Enfin, l'éthique et la prudence sont présentes dans toutes les décisions et sont pour nous un gage de longévité. Ces valeurs nous permettent donc de comprendre vos besoins et d'essayer d'y apporter la solution la plus adaptée. Chaque besoin étant différent, nous nous efforçons d'y apporter les solutions les plus sur mesure possibles. Dans tout ce que nous faisons, nous souhaitons avoir une appréhension précise et globale. Assez parlé de théorie, de philosophie, assez de discours qui pourraient paraître commerciaux. Passons au concret. Comment cela se traduit dans nos actions? Reprenons les différents métiers de la banque. Le dépôt d'abord. Ce dont vous avez besoin, c'est que vos avoirs soient sécurisés et disponibles à tout moment. Que faisons-nous pour y répondre? Nous adoptons une gestion prudente de nos fonds propres et de notre liquidité. Le crédit ensuite. Ce dont vous avez besoin, un accompagnement et une solution personnalisée, ainsi qu'une réponse rapide. Que faisons-nous pour y répondre? Nous connaissons personnellement tous les projets et leurs porteurs. Nous vous offrons du sur-mesure. Chaque crédit est différent. Nos chaînes de décision sont courtes. Cela nous permet de vous donner des réponses rapides. Nous innovons, par exemple par la création l'an dernier d'une activité de venture loan qui accompagne dans leur développement les startups proches de la rentabilité. 5 sociétés ont été soutenues à ce jour pour un total de près de 5 millions d'euros. Nous innovons aussi en étant partie prenante depuis sa création du projet Lendix, plateforme de crowdlending qui permet à des particuliers de prêter directement à des entreprises. La collecte de l'épargne ensuite. Ce dont vous avez besoin, également d'un accompagnement et d'une solution personnalisée, de valoriser votre patrimoine, de comprendre les décisions d'investissement et de donner du sens à votre épargne. Que faisons-nous pour y répondre? Nous favorisons la gestion sous mandat, c'est-à-dire que nous prenons la main sur chacun de vos portefeuilles. Cela nous permet, vous ayant écouté, de vous offrir du sur-mesure dans les limites réglementaires. Nous pouvons ainsi rajouter des critères ESG, environnement, social, gouvernance, des critères devises ou des critères géographiques par exemple. Nous investissons uniquement en titres vifs, c'est-à-dire directement en actions ou en obligations, sans passer par des fonds gérés par des tiers. Cela nous permet d'avoir une maîtrise totale de nos choix et de pouvoir vous expliquer précisément et à tout moment l'évolution de votre portefeuille. Nous agissons en investisseurs stables, dans des entreprises en croissance et leaders sur leur marché. Ces sociétés sont de fait pérennes et seront avec une très forte probabilité encore là dans 10, 20 ans, avec des résultats supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Nous innovons également en vous proposant d'investir en direct dans des projets prometteurs à fort impact social ou environnemental et ayant également un modèle économique viable. Vous avez ainsi pu investir dans Garance, qui permet à des femmes ayant subi une ablation du sein suite à un cancer de retrouver une féminité grâce à des sous-vêtements mode et adaptés, ou dans Éthique, qui permet à des associations ou des entreprises sociales de bénéficier de bureaux de qualité à loyer modéré. Nous innovons encore en vous proposant de soutenir à nos côtés des associations ou des fondations, comme l'Institut Curie, l'ARC ou l'OSI. Les moyens de paiement, enfin. Ce dont vous avez besoin, c'est que vos paiements ne soient pas un frein pour votre activité. Que faisons-nous pour y répondre? Nous travaillons avec des collaborateurs d'une grande technicité. Nous vous offrons une large palette de services, des plus basiques aux plus complexes. Nous accompagnons également, depuis cette année, des exportateurs, avec le lancement de l'activité finance internationale au sein de la banque. Nous innovons en accompagnant des travailleurs migrants dans leur transfert d'argent vers leur pays d'origine avec notre activité BDE. Nous travaillons dans ce cadre avec des partenaires, avec des banques locales aux Philippines ou en Afrique par exemple, avec pour but d'améliorer la bancarisation dans ces pays. Nous tournons, mon grand-père, mon père,
et moi-même, à souligner que tous ces services proposés et la qualité de ces derniers reposent sur l'implication dans le projet et les valeurs de tous nos collaborateurs, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Nous tenons à saluer leur professionnalisme et à les associer pleinement à cet anniversaire qui est bien entendu aussi le leur. Nous aurions aimé appuyer ces propos en vous permettant de repartir ce soir avec quelque chose de tangible que nous aurions produit. Mais vous conviendrez que ce n'est pas évident vu notre activité. La meilleure preuve concrète à vous offrir que nous avons trouvée est de vous faire découvrir en exclusivité mondiale 2 produits issus de projets que nous soutenons. Les parfums Sambon tout d'abord. Sambon, créé cette année, est une maison française de parfums 100% naturelle, accessible et green. Sambon croit une nouvelle parfumerie composée d'ingrédients 100% naturels. Leurs parfums sont à base d'alcool de blé bio et ils veillent à la traçabilité de leurs matières premières. Leurs fragrances sont élaborées à Grasse, en France. Ils se lancent dans l'écologie et garantissent des produits rechargeables et recyclables. Chacun d'entre vous repartira tout à l'heure avec un de leurs parfums. Vous pourrez discuter ce soir avec les porteurs de ce projet, Nicolas et Dorothée. Sachez que la commercialisation de ces parfums n'est prévue que pour début 2017, une avant-première en quelque sorte. D'un tout autre genre, le compost Moulineau Compost et Biogaz. Moulineau, société dans laquelle vous avez pu investir, récolte les biodéchets des professionnels de la restauration, épluchures, restes d'assiettes, pour les valoriser en compost ou en biogaz. Le compost produit par Moulineau est donc à base de déchets de la restauration, combinés avec des déchets verts, et composté avec l'aide de beaucoup de vers de terre. C'est ce qui en fait un compost évidemment bon pour l'environnement, mais aussi de très bonne qualité. Pour ceux qui le souhaitent et qui ont la main verte, vous pourrez récupérer en partant un petit sachet de ce compost à mettre dans votre jardin ou vos pots de fleurs. Stéphane, Fabien et leur équipe sont aussi à votre disposition pour vous en apprendre un peu plus sur le lombricompostage. Sachez que la commercialisation de ce compost n'est prévue que pour mi-2017, donc il vous est aussi proposé avec un temps d'avance. Nous avons également souhaité, pour appuyer ces propos, laisser la parole à nos clients dans un film que vous allez pouvoir visionner dans quelques instants. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité et surtout de la pertinence actuelle d'un établissement bancaire comme le nôtre, indépendant, familial et à taille humaine. Je suis persuadé qu'en conservant très précieusement notre histoire et nos valeurs, tout en innovant continuellement avec audace et prudence, notre établissement perdurera et continuera de faire la différence. Merci, place au film maintenant. Vous allez maintenant, comme vous le savez, pouvoir assister à un spectacle, mais je voudrais d'abord accueillir le maître des lieux, Jean-Michel Ribes, qui va vous dire quelques mots. Bonsoir. Mon équipe et moi, on est très heureux que vous soyez là. Je ne sais pas pourquoi, mais cette banque Wurmser est quelque chose qui nous rapproche parce que j'ai l'impression que c'est non seulement une famille, mais une troupe. Comme on dit, une troupe de théâtre. Et ce que j'ai entendu là, cette proximité avec leurs clients, cette chaleur, cette convivialité, le fait que depuis plusieurs générations, ce soit des gens qui se transmettent ces valeurs et ces qualités. C'est un petit peu ce qui se passe aussi dans notre métier. On est proche de notre public, on est à dimension humaine. Peut-être la seule différence, c'est que tout le monde peut venir voir la direction, moi en particulier. La seule chose, c'est que je n'appelle pas par leur prénom tous les gens du public. Ça, j'y arrive pas encore. Mais en tout cas, ça m'apparaît comme quelque chose, sinon de fraternel, mais en tout cas, ce sont des entreprises humaines.
Et je trouve que à la fois ce que j'ai entendu là et la dimension de cette entreprise et de cette banque et la dimension de notre théâtre qui a 350 000 à peu près spectateurs par an a une espèce de définition que j'appellerais l'humanité. Et je sais que souvent l'argent c'est un transfert de sentiments. Et le théâtre, ça n'est que ça. Donc, merci d'être là. Et je vous souhaite une très bonne soirée avec un très grand artiste qui va vous enrichir. Il va vous enrichir avec une chose qui est inestimable et qui est presque la chose la plus importante pour vivre, c'est le rire. Bonne soirée à tous. Et il s'appelle Joss Whedon. Le voilà.